Ce programme vous est offert par Illico Cash. À l'Assemblée nationale, la plénière a voté à la majorité absolue le budget 2025, ce en dépit de quelques amendements apportés par la Commission économique et financière. Le rapport de la Commission ECOFIN est parvenu à un accroissement de plus de 51 milliards de francs congolais sur l'année 2025. Entre-temps, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guizarro, est sur une chaise éjectable. Une motion de défiance le visant a été déposée à la Chambre basse du Parlement suite à son inaction. Et puis une enquête est ouverte à l'encontre du procureur général près la Cour des cassations Firmin Mvondé suite à l'achat d'un immeuble d'une valeur de 900 000 € en Belgique. L'IGF, le CNRF et l'ANR sont mis à contribution, annonce le ministre de la Justice. En sport, football, Ligue des champions féminine, le tout-puissant Mazembe Dam joue la finale ce soir contre l'AS FAR du Maroc après un parcours élogieux. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La Chambre basse du Parlement a voté le projet de loi de finances exercice 2025 moyennant les amendements de la Commission économique, financière et contrôle budgétaire à 3 semaines de la clôture de la session budgétaire de septembre 2024. La plénière de l'Assemblée nationale s'est acquittée de la tâche qui lui incombe, celle de doter la nation d'un budget pour l'exercice 2025 après l'examen minutieux du projet de loi de finances déposé par le gouvernement de la République. La plénière a donc adopté le rapport de l'ECOFIN qui est parvenu à un accroissement de 51 milliards 133 millions des francs congolais sur l'année 2025, soit une croissance de 24,1% par rapport à la loi de finances de 2024 et 13,7% comparativement à la loi de finances rectificative de l'année. Un accroissement qui porte la marge budgétaire à 2 457 000 milliards des francs congolais, soit 1,15% du PIB national, affecté entre autres à l'éducation, à la santé, aux recherches scientifiques, à l'énergie, à l'agriculture et les infrastructures. Ceux-ci ont vu de permettre à chaque Congolais de l'arrière-pays de ressentir cette amélioration dans leur quotidien. Une prouesse qui a ravi le speaker de la Chambre basse du Parlement qui estime qu'avec un tel accroissement... Vous avez suivi mes recommandations qui sont celles de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait du social et de la construction des infrastructures de base son combat. Et ainsi donc, dans la répartition de ces recettes additionnelles, je vous avais demandé de tenir compte de l'éducation, de la santé et de l'amélioration des conditions des fonctionnaires. Vous avez souligné quelque chose de très important, j'aimerais que tous les députés l'appuient. On a tué l'Office de route et l'OVD. Votre rôle ici, c'est de ressusciter ces deux entreprises de l'État. L'exécutif national a entre ses mains les moyens nécessaires pour rencontrer les attentes de la population congolaise. Outre le travail abattu sur la recherche des recettes additionnelles, la Commission économique, financière et contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale a produit plus d'une vingtaine de recommandations à l'endroit de l'exécutif. Parmi elles figurent des recommandations spécifiques au gouvernement en matière des recettes, dont notamment réaliser le plancher des recettes publiques tel que prévu dans la loi de finances, renforcer la mobilisation des recettes de l'État par la mise en œuvre des réformes du système fiscal national, finaliser l'audit du secteur des télécommunications, accélérer le processus des marquages moléculaires en vue d'accroître les recettes pétrolières. Après débat enrichissant sur l'examen du projet de loi de finances, exercice 2025, article par article, la représentation nationale a, en respect des prescrits de la loi, voté pour ce dit budget, revu à la hausse. Et puis en bref, une motion de défiance a été déposée au bureau de l'Assemblée nationale justement contre le ministre
des infrastructures et travaux publics Alexis Guizarro, conformément au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Cette motion sera soumise à l'examen et au vote de la plénière dans 48 heures. Il lui est reproché, entre autres, son inaction face à l'état de délabrement des infrastructures à travers le pays. Et puis, sous la conduite de son président, Jean-Michel Samalou Condé, la plénière de la Chambre haute du Parlement a examiné le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de facilitation de transport sur le corridor Lobito. Par ailleurs, les sénateurs ont également adopté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national, à savoir notamment le Nord Kivu et l'Ituri. Face aux élus des élus, le ministre Didier Mpambia a rappelé la nécessité de l'état de siège, une mesure exceptionnelle instituée par le chef de l'État Félix Tshisekedi depuis mai 2021 pour venir à bout de l'agression dont la RDC est victime dans sa partie est de la part de son voisin rwandais sous le couvert du M23. Un objectif encore poursuivi jusqu'à ce jour. Sur les 74 sénateurs présents à cette plénière, 69 ont voté oui pour la 86e prorogation de l'état de siège et 5 se sont abstenus. La séance plénière a également été consacrée à l'examen du projet de loi autorisant la ratification de la RDC de l'accord portant création de l'agence de facilitation de transport en transit du corridor de Lobito traversant la frontière entre l'Angola et la RDC. L'objectif du projet sous examen est d'instituer des facilités juridiques et administratives pour la libre circulation des personnes et des biens dans ce corridor. Ce projet de loi a été envoyé à la Commission Relations extérieures qui a 48 heures pour en faire un examen approfondi. Poursuivons ce journal pendant ce temps. En séjour dans la ville de Goma pour évaluer l'état de siège, la première ministre Judith Suminwa a consacré toute la soirée de vendredi à écouter toutes les couches sociales de la population. Après de longues heures d'entretien, les membres de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, les confessions religieuses, sociétés civiles ou mouvements citoyens ont exprimé à la chef du gouvernement leur souci de voir la levée immédiate de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, car ayant prouvé ses limites. Nous avons tous constaté avec vous, comme vous êtes témoin, je sais que on parle peu des doigts, je sais que la population vous dit, ils ont constaté que l'état de siège a échoué. Et la volonté de la population est de solliciter à ce qu'il y ait levé de l'état de siège. Tout porte à croire qu'il fallait tout d'abord faire un processus. Le processus, vous savez, aujourd'hui, nous avons le gouverneur militaire. Pour le remplacer, il faut qu'il y ait des élections. Les élections ne se font pas en un jour, les élections, on les prépare. Et il y a le bourgmestre, il y a le maire de ville, tout ça. Madame la Première ministre a été à l'écoute des préoccupations des députés et elle a promis de donner rapport à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui, dans son pouvoir discrétionnel, va décider de ce qu'il doit prendre comme option afin de soulager la misère de la population du Nord. Voilà ce que nous avons eu à échanger avec Madame la Première ministre. Je crois que nous, comme société civile, nous avons toujours dit que l'état de siège a montré ses limites, parce que l'état de siège était instauré pour qu'il puisse nous aider à restaurer la paix et la sécurité. Actuellement, la situation ne fait que se détériorer. Et la Première ministre a été claire, elle a dit qu'elles sont passées pour voir dans quelle mesure ils vont assouplir les mesures d'allègement de l'état de siège. C'est ce qu'a dit la Première ministre. En bref, également, l'acquisition d'un bien immobilier de 900 000 € à Bruxelles par le procureur général près la Cour de cassation Firmin Mvondé est à la base d'une enquête ouverte à sa charge par le ministre d'État en charge de la justice. Constant Moutamba a annoncé la nouvelle vendredi après avoir découvert ces informations dans les médias.
3 institutions ont été saisies pour faire la lumière sur cette affaire. Il s'agit de l'Inspection générale des finances, de la Cellule nationale des renseignements financiers et l'Agence nationale des renseignements. Ces enquêtes viseront à établir l'origine des fonds utilisés pour cet achat et à garantir la transparence. Et puis la question de l'assainissement de la ville de Kinshasa attire de plus en plus l'attention. Les investisseurs œuvrant dans le secteur de l'environnement tenaient, après la société Hockeyplast du groupe Angèle, c'est au tour de la société Nation Ouest d'annoncer son accompagnement de l'exécutif provincial dans sa politique de gestion de déchets. L'objectif de leur visite, présenter aux premiers citoyens de la ville de Kinshasa un plan pour débarrasser la capitale congolaise de ces millions de tonnes d'immondices. Les recherches que j'ai eu à effectuer durant tout ce temps, c'est que Kinshasa est l'une des villes qui a réellement besoin d'une gestion des déchets de manière efficace. C'est en tout cas dans l'entièreté des déchets, en partant des déchets industriels, médicaux, organiques, inorganiques, donc tous les déchets. Une des choses qui, lorsqu'il a partagé sa vision en termes de gestion des déchets, cela a été quelque chose de très excitant pour moi parce que je me suis rendu compte que même pour le gouverneur, l'idée c'est de pouvoir enseigner les enfants de bas âge comment est-ce qu'ils doivent gérer les déchets. Non seulement les enfants de bas âge, mais aussi les étudiants pour qu'ils puissent comprendre que les déchets, selon le slogan qu'elle a, un déchet égale une opportunité. Pour ces faire, un plan efficace s'avère indispensable, indique Nation Ouest pour la gestion des déchets, vraie opportunité tant pour l'emploi que pour la croissance économique. Alors, l'une des choses, c'est que, premièrement, on va commencer par faire une étude de savoir comment est-ce que les déchets sont gérés. Deuxièmement, on va vérifier comment est-ce que vous travaillez en termes de gestion des déchets. Et sur base de ça, on va voir comment pouvoir créer un partenariat pour pouvoir travailler ensemble. On croit la patronne des Nation Ouest, Marie Arios, sa société, qui est parmi les plus grandes au monde sur cette question, est prête à appuyer la vision de l'autorité urbaine, celle de promouvoir une économie circulaire. Une fois que nous allons travailler ensemble, nous allons aussi faire appel à des experts des États-Unis afin qu'ils puissent davantage apporter la culture de l'enseignement pour savoir comment est-ce qu'il faut gérer correctement les déchets. Notons par ailleurs que Nation Ouest est l'une des sociétés des services des collectes et des recyclages des déchets à la croissance la plus rapide au Texas, avec son siège social et ses principales opérations à Houston et ses opérations récemment étendues à Austin. Le gouverneur de la ville qui a également reçu le mémorandum du personnel de la DGRK venu le remercier pour les mesures drastiques prises au sein de cette régie financière, notamment la suspension des recrutements. Ces agents et cadres disent soutenir les actions du gouverneur. À en croire les représentants du personnel de la DGRK, ces recrutements ont été faits de manière illégale au détriment du budget, déjà hyper sollicité par les multiples défis auxquels est confrontée la capitale. Félicitons le premier citoyen de la ville de Kinshasa, M. Daniel Bumba Lubaki, pour son courage et sa bravoure, exprimé dans le communiqué numéro SC 003 CAB. GVK ML 2024 relatif à une décision thérapeutique de choc pour la survie de la DGRK. Pour sa part, le premier citoyen de la ville a pris acte de leur mémorandum et a réitéré sa détermination, celle de redorer l'image de la ville. Prendre acte, il y a un mémorandum. Votre machine longtemps a été alourdie parce que comme ma gouvernance est acquis ma casse. Quand j'ai mis en place votre nouvelle équipe dirigeante, la Sénégal Bango, Bassa la bon état des lieux, pour te rendre DGRK performant pour aller la bûche sur la ressource nécessaire pour développer la politique publique autour de l'endroit de la Kinshasa, au regard d'un programme ambitieux autour de l'endroit de Kinshasa et Zobongo. Réellement à Kinshasa, ils ont une préoccupation pour le public. D'ailleurs, moi je pense, ce besoin dynamique, nous devons mobiliser bon rebelle,
Kinshasa étant un gisement fiscal à potentiel élevé, le gouverneur Daniel Bumba a fait savoir une fois de plus sa détermination à accroître les recettes avec la perspective, si la charge du travail le nécessite, de rappeler certains agents frappés par les mesures prises à leur encontre. Autre chose à présent, au Lualaba, la gouverneure des provinces était devant la presse nationale et provinciale vendredi pour présenter le bilan des 100 premiers jours de sa gestion depuis son investiture à la tête de cette province cobaltifère devant Jean-Marie Kassamba et d'autres professionnels des médias. Fifi Masuka Saini a rassuré le Lualabé quant à sa gestion au regard de ses nombreuses réalisations. Ces grands orales étaient attendus non seulement par les Lualabés, mais par bon nombre de Congolais qui la prennent pour modèle grâce à ses gestions orthodoxes. La gouverneure du Lualaba a choisi de déballer son bilan des 100 premiers jours à la tête de la province depuis son investiture. C'est vendredi 22 novembre 2024 ici à Kolusi. Fifi Masuka Saini était devant la presse nationale conduite par Jean-Marie Kassamba, président de l'INPC Kinshasa et la presse locale, pour non seulement présenter ses nombreuses réalisations, mais aussi et surtout apporter la lumière sur certaines zones d'ombre, au mieux les inquiétudes des Lualabés. Après la projection d'un documentaire résumant ses œuvres au jeu des questions-réponses, la gouverneure du Lualaba a surtout rassuré que tous les chantiers ouverts à Kolusi ainsi que dans les différents territoires vont arriver à leur terme. Le gouvernement provincial, qui s'est doté d'un budget de 3 milliards de dollars sur 5 ans, s'emploie sans contracter de crédit à répondre aux besoins de la population du Lualaba dans tous les secteurs de la vie. Éducation, santé, eau, électricité, encadrement des créateurs artisanaux, l'harmonie entre communautés pour booster le développement et la province et la quiétude de tous. Je me suis mis sur un plan. Ce que j'ai étudié à l'école, à l'université, j'ai essayé de mettre ça en pratique. Avant toute chose, il faut un plan. Si tu n'as pas de plan, tu ne fais rien. Donc, tu ne peux pas aussi commencer une fondation d'une maison, même de ta propre maison, si tu n'es pas sûr de la terminer. Comme le ministre des Infrastructures zambien m'a dit hier, il m'a dit, cette ville, cette province, en tout cas d'ici 5 ans, ça va dépasser leur ville de Ndola. Il l'a dit hier. Donc, si les autres qui sont très loin ont vu ce changement, nous sommes en train de faire de notre mieux. Actualité oblige concernant la révision ou le changement de la Constitution voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui elle a rendu les hommages mérités. Fifi Masuka Saini dit soutenir totalement ses projets et comme fille aînée de l'Union sacrée, s'est également engagée à militer pour son aboutissement heureux. Depuis Kolusi, Crispin et Tchibinkoufoua, Télé 50. Et puis au sud Kivu, en bref, après les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la nuit du 22 au 23 novembre 2024 à Nkumbi, Kaningé, dans le village de Kalubu 2, groupement de Mbinga Nord, dans la chefferie Bouaou, au moins 11 personnes ont perdu la vie et d'autres ont été blessées suite à cela. Selon les sources de la société civile locale, les habitants ont été surpris par les intempéries et certaines victimes ont été emportées par les eaux. Dans le monde, les conflits en Ukraine ont pris un caractère mondial. C'est la déclaration récente du président russe Vladimir Poutine qui a menacé de viser les pays qui fournissent des armes à Kiev. Mais qu'est-ce qu'il faut redouter après tous ces propos? On voit cela avec Henri-Désiré Nzouzi, expert en politique étrangère depuis Bruxelles. Il faut d'emblée rappeler à nos téléspectateurs que ce n'est pas la première fois que Vladimir Poutine brandit la menace nucléaire. Il l'a déjà fait plus d'une fois d'ailleurs devant les caméras. En fait, il n'a fait que rappeler des choses qu'il répète à l'envi, puisque ce conflit en réalité est d'une certaine manière, qu'on le veuille ou non, internationalisé depuis le début. Vous remarquerez que les Iraniens avaient fourni en son temps des drones qui ont permis effectivement à la Russie de mener des opérations sur le territoire ukrainien. Vous avez eu par la suite du matériel chinois. Aujourd'hui, il y a des troupes nord-coréennes qui sont stationnées sur le territoire russe. À l'inverse, vous avez l'Ukraine qui reçoit un appui militaire et financier des États-Unis et de l'Europe. Et donc, on voit très bien que le caractère globalisé de cette guerre
est consacré depuis bien longtemps. En fait, ce qu'il faut juste rappeler, c'est que Poutine veut mettre une pression psychologique plus importante à la fois sur les opinions publiques occidentales, en faisant donc de ce conflit globalisé une menace existentielle pour les Occidentaux qui sont terrorisés à l'idée d'une guerre nucléaire. Même si on appelle cela une escalade, en réalité, Poutine essaye ni plus ni moins d'envoyer un signal politique plus que militaire, puisque la démonstration de force de ce missile balistique de moyenne portée a suffi pour convaincre en tout cas les opinions publiques du péril qui les menaçait. Alors, ce qu'il faut aussi ajouter, c'est que il faut néanmoins s'inquiéter, parce que depuis le début de ce conflit, on voit que Vladimir Poutine jette des pavés dans la mare, teste les opinions publiques occidentales et autres, mais il n'a pas de réponse ferme en retour, ce qui, me semble-t-il, est un signe d'encouragement dans sa stratégie. Il faut donc une réponse coordonnée, plus ferme des Occidentaux pour faire douter Vladimir Poutine. Or, ce signal n'est toujours pas arrivé. On verra comment les choses s'articuleront à partir du 20 janvier, lorsque Donald Trump aura repris les rênes. Une note sportive pour terminer complètement ce journal. Football, Ligue des champions féminines. Le tout-puissant Mazembe Dam joue la finale ce soir contre l'AS FAR du Maroc. Après un parcours élogieux, les représentants congolais qui arrivent à cette étape de la compétition pour la première fois va se battre contre l'équipe marocaine, championne en 2022. Le coup d'envoi sera donné à 18h. Une finale à gagner, mais aussi une revanche à prendre pour les tout-puissants Mazembe face à une équipe de l'AS FAR de Rabat qui l'avait battu en phase des groupes à 3-1 et tenant du titre de cette compétition. Une mission difficile, mais pas impossible pour les héroïnes congolaises qui ont bataillé dur tout au long de leur parcours pour arracher la qualification en finale. Une grande première pour les corbeaux d'âme de la RDC dans cette prestigieuse compétition africaine des interclubs de la CAF. Après, et surtout après avoir éliminé les Nigériens des Do Queens en demi-finale au forceps. Déjà, c'était pas facile. On a marqué presque dans les arrêts légers. Donc c'est un exploit qu'on a fait. On dédie cette victoire à tout le peuple congolais, à toutes nos joueuses qui sont blessées, à nos présidents, à tous les supporters de TV Mazembe, tout le monde là où ils sont. On les dédie cette victoire à tous les peuples congolais. Cette victoire était pour vous. On s'est sacrifié jusqu'au bout pour vous. Donc on vous dédie ça. Bon, je suis déjà déterminé avant de quitter le pays. Je suis venu ici pour jouer, pour remporter la coupe, pour rentrer avec le trophée. Donc je dis vraiment merci à Dieu pour cette victoire, pour cette qualification, pour la première de la demi-finale et pour la bonne pour la finale. Donc c'est pas donné à tout le monde. C'est à 18h que le coup d'envoi sera donné au stade El Abdi à El Jadida au Maroc. Fer de lance du football féminin marocain, l'AS FAR vise un deuxième sacre après son triomphe en 2022, alors que Mazembe va chercher à déployer toute sa puissance pour arracher son tout premier trophée. Cette finale de la Ligue des champions féminines de la CAF ne sera pas seulement un duel sportif, mais aussi un symbole de l'essor du football féminin sur les continents. On va prendre les rappels des titres à présent. À l'Assemblée nationale, la plénière a voté à la majorité absolue le budget 2025, ce en dépit des quelques amendements apportés par la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale. Justement, le rapport de la commission ECOFIN est parvenu à un accroissement de plus de 51 milliards de francs congolais sur l'année 2025. Entre-temps, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, lui, est sur une chaise éjectable. Une motion de défiance le visant a été déposée à la Chambre basse du Parlement suite à son inaction. Et puis une enquête est ouverte à l'encontre du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondé suite à l'achat d'un immeuble d'une valeur de 900 000 € en Belgique. L'IGF, le CNRF et l'Agence nationale de renseignement sont mises à contribution, annonce le ministre de la Justice. En sport, football, Ligue des champions féminines, le tout-puissant Mazembe Dam joue la finale ce soir
contre l'AS FAR du Maroc après un parcours élogieux. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame, messieurs. Je vous remercie de l'avoir suivi de partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.